Rhumatologie des 4, dossier numéro 3. Alors, il s'agit cette fois d'une femme âgée de 72 ans, qui, là encore, quelle épidémie, a un antécédent de primo-infection tuberculeuse dans l'enfance. Elle est hypertendue, traitée par modurétique, et elle vous consulte pour des douleurs des 2 épaules, qui la réveillent en fin de nuit depuis plus d'1 mois, avec des difficultés le matin à se lever du lit et à s'habiller. Elle vous signale qu'elle est inhabituellement fatiguée, qu'elle a perdu 5 kilos. Elle également est fumeuse. Les données de l'examen clinique sont modérées, modestes. Les articulations semblent normales, il n'y a pas de synovite palpable. Mais quand vous mobilisez les épaules et les hanches, elles vous paraissent un peu limitées et douloureuses. L'examen cardiopulmonaire est normal, comme l'examen neurologique. Et elle vous apporte des radiographies du rachis cervical qui montrent une cervicarthrose banale, alors que les autres radios semblent normales. Les premiers examens biologiques montrent un syndrome inflammatoire. VS à 65, CRP à 78. La numération montre une anémie vraisemblablement inflammatoire, arégénérative, puisqu'il n'y a que 35 000 réticulocytes, des globules blancs un peu augmentés à 10 000, mais elle fume. La formule est normale et les plaquettes sont un peu augmentées, et ça, c'est le syndrome inflammatoire. Le reste du bilan, pas grand-chose. Vous voyez, un latex positif à 1/80e. Il ne faudra pas s'égarer sur ce latex positif à 1/80e. Je vous rappelle qu'une part importante de la population âgée, 8 à 10%, peut avoir du facteur rhumatoïde, tout en étant bien portant. Le facteur rhumatoïde en ELISA et le Valère-Rose sont négatifs. Et surtout, l'électrophorèse des protéines est normale pour le diagnostic différentiel. Quel diagnostic devez-vous donc évoquer chez cette patiente? Un seul diagnostic à évoquer, le diagnostic de pseudopolyarthrite rhizomélique, la PPR. Pseudopolyarthrite rhizomélique doit immédiatement être associé à la possibilité d'une maladie d'Orton. Vous savez bien qu'il y a des maladies d'Orton qui se révèlent par un tableau douloureux inflammatoire rhizomélique. Et donc, vous ne pouviez pas mettre que la pseudopolyarthrite rhizomélique ici. Il fallait mettre un seul diagnostic, c'est ce qu'on vous demandait, mais il fallait mettre une PPR associée ou non à une maladie d'Orton comme bonne réponse. Alors, pourquoi ce diagnostic de PPR? Je ne vais pas reprendre tous les arguments, mais vous savez que c'est une femme âgée. Vous ne verrez pas de PPR avant 50 ans au concours. Qu'il s'agit d'un tableau douloureux inflammatoire rhizomélique touchant les ceintures scapulaires, mais aussi parfois la ceinture pelvienne, difficulté à se lever d'un siège, avec des douleurs nocturnes, alors même que les articulations paraissent macroscopiquement normales. Ce qui est très différent d'une polyarthrite rhumatoïde du sujet âgé, qui peut se traduire par un tableau douloureux rhizomélique inflammatoire avec des douleurs des épaules, mais vous avez souvent des synovites visibles au niveau des mains, des poignets, du genou, etc. Vous pouviez éliminer sur la biologie un myélome, car l'électrophorèse des protéines était normale, il n'y avait pas d'hypogamma-globulinémie, une vitesse ou de pic monoclonal. Vous pouviez discuter une dermatopolymyosite devant ce tableau, mais les enzymes musculaires étaient normales. Vous pouviez discuter une connectivite ou une vascularite, mais il n'y avait pas d'anticorps antinucléaires. Enfin bref, c'était le seul diagnostic à évoquer. Et les rhumatismes paranéoplasiques, c'est peut-être le diagnostic différentiel le plus difficile. Ça reste un diagnostic d'exception, une fois qu'on aura éliminé tout le reste, et on ira à la pêche d'un cancer prédictif pouvant donner ce tableau. Quels signes cliniques devez-vous immédiatement rechercher? Et il s'agissait des signes cliniques à rechercher devant une PPR, pas à rechercher devant le tableau général de syndrome douloureux rhizomélique. Donc les signes cliniques immédiatement à rechercher sont les signes cliniques de maladie d'Orton, puisque je vous ai dit que finalement ce tableau pouvait révéler une maladie d'Orton. Un élément clé pour la maladie d'Orton, ce sont les céphalées nocturnes, que la patiente ne pensera peut-être pas à vous indiquer si vous ne lui posez pas la question. Donc des céphalées la nuit, notamment des céphalées temporales, l'hyperesthésie temporale, le signe du peigne quand la patiente se coiffe ou du scalp. Tout ça traduit en fait l'inflammation des artères branches de la carotide externe et notamment de l'artère temporale, parce que la maladie d'Orton s'appelle aussi l'artérite temporale. D'où l'idée de rechercher à l'examen clinique
une diminution ou une abolition d'un ou des pouls temporaux, avec des artères qui paraissent parfois volumineuses, tuméfiées, indurées et sensibles. On va poser la question à la patiente d'une claudication douloureuse de la mâchoire, notamment, est-ce que vous avez des douleurs quand vous mâchez? Est-ce que ça vous fait mal au niveau du maxillaire inférieur? Et puis surtout, à ne pas oublier, j'aurais pu mettre un 0, rechercher des signes visuels qui peuvent être des signes de gravité de la maladie, notamment une baisse transitoire de l'acuité visuelle, voire une cécité, une anomalie du champ visuel avec une diplopie. Donc ces signes visuels, la patiente ne les rapporte pas à son tableau douloureux, elle en parlera éventuellement à son ophtalmologue, mais pas à vous. Donc il faut les rechercher, car c'est un signe de gravité et d'urgence thérapeutique. On va faire un examen complet, car l'artère temporale n'est pas la seule touchée dans la maladie d'Orton, qui peut toucher tous les troncs artériels, branches de l'aorte, avec notamment les artères coronaires, les artères digestives, etc. Aucun de ces signes n'est présent. Quel traitement proposeriez-vous? Donc en gros, on vous dit que c'est un tableau de pseudopolyarthrite rhizomélique et qu'il n'y a pas de manifestation évocatrice d'Orton. Comment traitez-vous une pseudopolyarthrite rhizomélique? Le traitement habituellement se fait en ambulatoire, l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Et le traitement de la PPR en France repose sur les corticoïdes. Certains proposent parfois de traiter par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais il y a un consensus sur le traitement corticoïde en France, la prédnisone ou Cortencil. Et les doses utilisées dans la PPR n'ont rien à voir avec les doses utilisées dans la maladie d'Orton. Ce sont des doses modérées de l'ordre de 0,20 à 0,25 mg par kilo et par jour. En gros, on va commencer souvent le traitement par une dose de 15 à 20 mg par jour de Cortencil, c'est-à-dire 3 à 4 comprimés. Ces traitements, on va les donner le plus souvent en une seule prise matinale, puisque les corticoïdes ont la réputation d'empêcher de dormir. Et on va les continuer à cette dose initiale pendant au moins un mois, en fait jusqu'à normalisation de la protéine C-réactive qu'on va surveiller très régulièrement. Dès que la clinique sera améliorée, ça demande 24-48 heures, il y a un effet miraculeux de la corticothérapie, mais aussi dès que la biologie sera normalisée, on pourra diminuer progressivement la dose de prédnisone, mais il faut savoir que ce traitement doit être prolongé au moins 12 mois, car si on arrête le traitement avant, ce que les patientes ont tendance à faire dans la mesure où ils vont très bien, eh bien vous avez à tous les coups risque de rechute. Ce traitement corticoïde doit être associé aux précautions d'une corticothérapie au long cours. C'est la question suivante, donc je n'insiste pas ici. J'ai oublié de dire, la PPR n'est pas une maladie prise en charge à 100% au titre de la LD30. Quelles précautions devez-vous systématiquement associer au traitement par la prédnisone? Cette question sur la corticothérapie, elle est essentielle car elle peut tomber dans beaucoup de dossiers. Donc je vous demande de bien la connaître. Des mesures hygiéno-diététiques, en évitant d'être trop systématique, il faut se méfier. Régime pauvre en sel, bon ça c'est admis, bien sûr. Pauvre en sucre rapide, la corticothérapie peut déclencher ou aggraver un diabète. Pauvre en graisse. Et la corticothérapie est responsable d'hyperlipémie, c'est bien connu, d'où les risques d'athérome d'ailleurs, hypertension, diabète, hyperlipémie. Alors je vais insister sur le potassium, régime riche en potassium et supplémentation potassique si besoin, car ce qui me paraît important ici, c'est adapter au ionogramme et à la fonction rénale. Le risque serait grand de mettre du potassium à tout le monde, y compris à des patients qui ont une néphropathie chronique et qui sont en insuffisance rénale, et à qui vous allez proposer pour leur néphropathie glomérulaire, par exemple, un traitement corticoïde. Il ne s'agit pas, chez ces patients, de mettre systématiquement du potassium, car on pourrait vous le reprocher dans un dossier du concours, et cela pourrait vous valoir 0 à la question de thérapeutique. Donc le régime riche en potassium et la supplémentation potassique doivent être adaptés à la fonction rénale. Il en est d'ailleurs de même pour l'apport protéique, que je n'ai pas fait figurer. On va recommander en cas de corticothérapie un régime riche en protéines, mais pour autant, il faudra tenir compte également de la fonction rénale et éviter des régimes hyperprotéiques chez des patients en insuffisance rénale. Le deuxième thème, c'est la prévention de l'ostéoporose cortisonique. J'en avais un peu parlé dans le dossier numéro 2. C'est un sujet à la mode et vous allez préconiser un régime riche en calcium chez tous les patients dont l'enquête nutritionnelle montre qu'ils sont déficients.
On va leur apporter en gros 1200 mg par jour de calcium et une supplémentation en vitamine D si le taux de 25 hydroxyvitamine D est bas, inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Troisièmement et surtout, dans un traitement corticothérapie et prévention de l'ostéoporose cortisonique, il faudra faire une densitométrie. Ce sera un mot-clé qui figurera dans la correction, et proposer un traitement biphosphonate dès lors que le T-score est inférieur à moins 1,5 TS, déviation standard. Donc ça n'est pas comme dans l'ostéoporose post-ménopausique moins 2,5, mais ici moins 1,5, compte tenu des risques d'ostéoporose rapide sous corticoïdes. Vous connaissez les règles d'administration quand la corticothérapie est supérieure à 7 mg 5 pendant plus de 3 mois. Donc ce sont des deux mots-clés qui figureront dans un dossier sur la prévention des risques de la corticothérapie. Troisième chapitre, c'est la prévention des complications infectieuses. Prévention des complications infectieuses par les vaccins. Et on va recommander chez des patients à risque, notamment des patients âgés comme ici, le vaccin pneumococcique et le vaccin antigrippal. Et puis, c'est une patiente qui a d'antécédents de primo-infection tuberculeuse. Il faudra bien sûr dépister et traiter une tuberculose par éventuellement une biantibiothérapie, rémiforifadine, avant de mettre en route ou pendant la mise en route du traitement par corticoïdes. Ça, c'est vrai des patients âgés qui n'ont pas reçu à l'époque un traitement antituberculeux efficace et qui risquent d'avoir une résurgence de tuberculose à l'occasion de la mise en route du traitement. Tout traitement, toute infection, devra être dépistée et traitée sous corticoïdes, infection cutanée par exemple, infection urinaire, etc. Quatrième chapitre, très important, c'est la prévention des complications cardiovasculaires. La corticothérapie est un facteur de risque d'athérome à cause du risque d'hypertension, de diabète, d'hyperlipémie. Et donc, il faudra dépister cela très vite et les traiter si nécessaire. Et dans tous les cas, si la patiente fume, il faudra lui indiquer que le tabagisme est un facteur encore supplémentaire d'athérome. Et si on veut éviter toutes les complications type infarctus du myocarde, type AVC, il faudra prendre en charge ces facteurs de risque. Aujourd'hui, on considère que les patientes sous corticothérapie pour une maladie inflammatoire, PR ou PPR, à la limite ont plus de risques de mourir d'athérome liés à la corticothérapie que de leur maladie. Dernier mot-clé important dans la question corticothérapie, c'est l'éducation thérapeutique de la patiente. Éducation de la thérapeutique de la patiente, il faudra lui expliquer ce qu'est la corticothérapie, quels sont ses risques, ses complications, comment ne pas arrêter le traitement, donc la nécessaire observance du traitement sans arrêt brutal, et puis éviter les interactions médicamenteuses, l'association non contrôlée, par exemple, à un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc il faut bien connaître cette question sur la corticothérapie qui peut tomber dans de nombreux dossiers. Question numéro 5. La patiente donc s'apprêtait à débuter le traitement que vous lui aviez proposé, 15 mg par jour de cortencil, mais elle vous signale une baisse brutale et transitoire de sa vision de l'œil droit. Quel diagnostic évoquez-vous et quels sont les mécanismes possibles du trouble visuel? On ne peut pas faire original sur cette question parce que cette question, elle tombe pratiquement dans tous les dossiers sur la PPR et la maladie de Horton. Cette question, donc, elle tombe dans tous les dossiers. Donc, il faut évoquer une maladie d'Horton si une PPR a une manifestation visuelle, car c'est un signe de gravité. Elle peut conduire à la cécité. Les mécanismes possibles de l'atteinte visuelle doivent être connus. Ce sont essentiellement en fréquence la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë. Neuropathie ischémique antérieure aiguë, c'est la NOIA, beaucoup plus fréquente que les autres mécanismes que sont l'OACR, ou oblitération de l'artère centrale de la rétine, ou NORB, c'est-à-dire la neuropathie optique rétrobulbaire. Donc cette question, elle est pratiquement dans tous les dossiers, maladie d'Horton, dossier interactif entre l'ophtalmo et la rhumato. Quel examen permettrait de confirmer votre diagnostic? Qu'en attendez-vous? Là encore, je ne fais pas très original parce que je crois qu'il n'y aura pas de dossier PPR ou de dossier Horton sans qu'on vous demande de faire une biopsie de l'artère temporale. Eh bien, effectivement, le mot-clé était bien sûr biopsie de l'artère temporale, mais là, il était indispensable de préciser le côté.
on vous donnait un trouble visuel du côté droit, il fallait choisir le côté. Donc il fallait mettre que c'était du côté droit. Vous allez faire un prélèvement suffisant en termes de taille pour ne pas passer à côté du diagnostic. Et vous allez dire que finalement, cette biopsie ne doit pas faire retarder la mise en route du traitement, puisqu'elle reste positive dans les premières semaines qui suivent la corticothérapie. Donc il ne s'agit pas de prendre le risque d'une cécité en attendant un illusoire rendez-vous rapide en ophtalmologie. Elle recherche quoi? Elle recherche les signes de maladie d'Orton, bien sûr. Et ces signes, il faut les connaître. La fragmentation de la limitante élastique interne, le granulome inflammatoire de la média, avec surtout ce qui est très particulier à cette vascularite, ce sont les cellules géantes. On parle d'artérite gigantocellulaire. Et puis une atteinte de toute la tunique artérielle, la thrombose de l'intima, la fibrose de l'adventice. Fait important, vous savez que c'est une atteinte segmentaire, donc la BAT peut être normale dans un cas sur 3. J'insiste dessus. Et si vous n'avez pas d'éléments d'orientation, par exemple devant une vitesse d'alimentation très élevée chez un sujet âgé, on peut être amené à faire des BAT bilatérales pour rechercher l'atteinte histologique du maladie d'Orton. De la même façon, dans les cas où on n'a pas d'éléments d'orientation clinique, on peut s'aider d'un échodoppler des artères temporales qui va montrer l'œdème de la paroi artérielle, l'inflammation de la paroi artérielle, sous forme d'un halo clair périartériel à l'échographie. Modifiez-vous votre traitement? Que proposeriez-vous? Donc, vous êtes passé de la PPR et Orton. Ah oui, ça change. Le Orton, ça devient une urgence médicale. Cette patiente peut perdre la vue si vous n'y allez pas vite et fort. Il faut l'hospitaliser et il faut lui proposer une corticothérapie agressive à forte dose, de préférence par voie IV, c'est-à-dire des bolus de méthylprédnisolone, commercialisés sous le nom de Solu-Medrol. On va faire 3 bolus de 500 mg à 1 g. Et là encore, il faut se méfier, il va falloir faire un bilan préthérapeutique, car c'est parfois un traitement qui peut être mal toléré sur un cœur fragile. Il va falloir faire un électrocardiogramme et puis un bilan biologique pour doser la kaliémie. Risque de trouble du rythme s'il y a une hypokaliémie. Cette corticothérapie agressive rapide va être relayée par une corticothérapie Péros à forte dose qu'on pourra utiliser d'emblée si jamais il y a une contre-indication au bolus. Vous voyez que la dose est complètement différente de la PPR. Dans la PPR, c'était de l'ordre de 0,25 mg par kilo et par jour. Là, vous êtes à une dose 4 fois plus forte de 1 mg par kilo et par jour, que vous allez là encore continuer jusqu'à la normalisation de la CRP, puis diminuer progressivement en surveillant l'état clinique et le bilan biologique inflammatoire. Ce qui change également dans le Orton, c'est la durée du traitement. On restait à 12 mois pour la pseudopolyarthrite rhizomélique. Dans le Orton, la durée minimale est de 18 à 24 mois, faute de quoi vous avez un risque élevé de rechute. 12 mois pour la PPR, 18 à 24 mois pour la maladie d'Orton. Oui, mais ce n'est pas tout. Et cette diapositive ne se limite pas, le traitement du Orton ne se limite pas à cette diapositive. Il ne fallait pas oublier que chez un patient qui a un trouble visuel aigu, vous pouvez tenter un traitement antithrombotique en urgence pour éviter le risque de cécité. Alors, ce n'est pas codifié, il n'y a pas de consensus. Souvent, en milieu hospitalier, le premier jour, on va essayer l'héparinotherapie à dose anticoagulante et on va relayer ça par un traitement antiagrégant plaquettaire à la dose de 100 mg par jour d'aspirine, qu'on va utiliser au long cours comme antithrombotique. Autre modification, c'est l'exonération du ticket modérateur dans la maladie d'Orton, qui est une maladie prise en charge à 100%, au contraire de la PPR. La surveillance n'est pas cotée ici, mais pourrait bien sûr coter des points, car elle est indispensable dans la maladie d'Orton. C'est la question suivante. Quel examen biologique essentiel à la surveillance de l'efficacité du traitement? Donc on vous demandait un seul examen biologique. La surveillance clinique est indispensable, bien sûr, mais un seul examen biologique. Et j'ai choisi la C-réactive protéine, de préférence à la vitesse d'alimentation. Alors si vous avez peur, vous pouvez marquer bilan inflammatoire. Un seul examen, le bilan inflammatoire. La C-réactive protéine est un meilleur examen de suivi car c'est un test de réponse rapide. Elle diminue beaucoup plus vite que la vitesse d'alimentation, pratiquement en 2 à 4 semaines. Et puis,
surtout, la vitesse d'alimentation va rester élevée chez certaines personnes âgées toute la vie, pendant des années. Donc si vous en tenez uniquement à la vitesse d'alimentation, vous allez être amené à donner un traitement par corticothérapie à des doses trop fortes pendant plusieurs années, avec les risques d'athérome dont on a parlé et les risques de complications cardiovasculaires. Donc, à titre personnel, je préfère la CRP à la vitesse d'alimentation quand je surveille une maladie d'Orton, et c'est ça que je vous demande de retenir. Alors, question numéro 9. Vous la revoyez après 8 mois de traitement, elle va bien. Elle a 8 mg par jour de cortencil, mais elle vous déclare une baisse progressive de l'acuité visuelle de l'œil droit. Bon, elle a fait changer ses lunettes, ça n'a rien changé. Elle n'a rien d'autre par ailleurs. Apparemment, sa maladie d'Orton va bien. On vous figure les résultats des examens biologiques, la CRP est normale, la VS est revenue à la normale, ce qui est magnifique. Et on vous demande quel diagnostic vous évoquez. Eh bien, il ne s'agit pas d'une atteinte oculaire spécifique de la maladie d'Orton, puisque la maladie semble bien contrôlée. Et il faut évoquer deux complications fréquentes oculaires d'une corticothérapie prolongée, que sont le glaucome chronique à angle ouvert et les cataractes cortisoniques. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'ophtalmologie, mais quand je donne des traitements prolongés par corticoïdes, je sais que mes patients ont besoin d'un bilan ophtalmologique régulier pour dépister ces deux complications majeures que sont le glaucome et la cataracte, qui n'ont rien à voir avec la maladie d'Orton, mais avec une corticothérapie au long cours. C'est la dernière question. Alors l'évolution était effectivement favorable et vous alliez presque l'arrêter, puisque le bilan biologique est resté normal. Donc c'est 18 mois plus tard, 18 mois c'est la durée de traitement, elle se plaint de vives douleurs de la hanche droite et d'une boiterie à la marche. On pratique un bilan d'imagerie qu'on vous demande d'analyser et de quel diagnostic il s'agit. Alors voilà l'imagerie à analyser. Vous voyez ici la vessie en noir. Donc il s'agit d'une imagerie en résonance magnétique, c'est une IRM, en séquence T1. Vous avez ici une coupe frontale, où on voit la hanche de face, et ici une coupe coronale, vous voyez la tête fémorale. Ce qui vous frappe tout de suite, c'est ce liseré en hyposignal arciforme au niveau de la tête fémorale. C'est le liseré caractéristique d'une ostéonécrose de la tête fémorale, et ce fragment-là est en voie de nécrose. Donc, il fallait évoquer le diagnostic d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite. Les arguments, c'est bien sûr la corticothérapie à forte dose, qui est une cause majeure d'ostéonécrose aseptique de tête fémorale. C'est la clinique, avec les douleurs mécaniques de la hanche et la boiterie à la marche, l'absence de syndrome inflammatoire, et puis les résultats de l'imagerie IRM, dont je vous ai montré les signes, à savoir le liseré en hyposignal, qui est concave en haut et en dedans, qui limite la zone de nécrose osseuse. Voilà, se termine ce dossier sur la maladie d'Orton, qui est, en conclusion, la plus fréquente des vascularites. Je vous rappelle que c'est une vascularite des gros vaisseaux, notamment des vaisseaux branches de la carotide externe, je corrige, carotide externe, c'est-à-dire l'artère temporale, ici. Elle peut s'annoncer par un tableau de pseudopolyarthrite rhizomélique, donc il faut l'évoquer devant tout tableau douloureux inflammatoire rhizomélique chez un sujet âgé. Son diagnostic repose sur la biopsie de l'artère temporale, et sa complication majeure est le risque de cécité. Par contre, elle nécessite une corticothérapie à forte dose,
prolongée. Et une des complications de la maladie est les complications liées au traitement. Et je crois avoir insisté sur les risques athéromateux majeurs chez un sujet âgé de cette corticothérapie, avec la comorbidité associée chez un sujet âgé. Voici les items traités, maladie de Horton et pseudopolyarthrite rhizomélique, et puis sans oublier les effets secondaires d'une corticothérapie au long cours, et puis quelques questions d'ophtalmologie, car c'est un dossier qui se prête bien à cette association de questions d'ophtalmologie et de rhumatologie. Merci.